Qui était psychologue du travail, et le hasard faisait que lui, il avait les cas classiques, j'ai un BTS, j'ai un BAP, un CAP, etc. Et moi, j'avais des personnes qui avaient des problématiques, qui disaient, ben voilà, moi j'ai eu du mal à apprendre la langue française. Bon, ils ne me le disaient pas en français, bien sûr, ils me le disaient dans une autre langue. Parce que dans son histoire, ils sont assez extrêmes, sa mère l'a vendu à un adulte handicapé, pour qu'elle devienne sa femme et qu'elle fasse des enfants. C'est-à-dire que même sous couvert du mariage, il y a eu un esclavagisme sexuel. Bien sûr, c'est un cas extrême que je vous donne là, c'est pas celui des plus heureux, mais cet extrême-là, en termes de blocage, fait que cette personne, inconsciemment, a créé un blocage avec la langue française, parce que sa mère était française. Et donc, bien entendu, quand on fait un bilan de compétences au ministère de l'Immigration, à l'époque, ils n'avaient que 3 mois de cours intensifs de français. Ça fait un blocage psychologique, voire même traumatique, on va dire clairement ce qu'on va le nommer tel que c'est, par rapport à la langue française. La personne ne peut pas s'intégrer parce qu'elle n'apprendra pas. Elle a un frein en lien avec la notion de danger par rapport à sa vie, par rapport à l'apprentissage. Donc elle ne pourra pas s'intégrer, elle ne pourra pas trouver un emploi. Et c'est même allé tellement loin, c'est qu'elle était incapable de lire les lettres françaises, que ce soit les numéros ou les adresses. Donc même quand elle avait rendez-vous chez nous, elle s'est débrouillée comme elle a pu. J'ai dû aller la chercher parce qu'au bout d'un moment, elle ne savait pas me dévoiler, elle ne savait pas lire un numéro de bus, elle ne savait pas s'exprimer en français. Donc vous imaginez bien que se rendre chez moi, c'était juste impossible. Mais bon, l'instinct féminin fait qu'on va chercher la personne là. Et donc c'est vrai que dans le cadre-là, comment ça se passe au ministère de l'Immigration, au début ils arrivent avec leur époux, ne maîtrisant pas la langue française, c'est l'époux ou la belle-mère qui traduisait. Ils vont voir des médecins, voir si les vaccins sont à jour, ils vont voir les assistantes sociales pour voir s'ils ont besoin particulier de logement ou autre. Mais si ces personnes-là sont entre guillemets victimes de viols couverts par le mariage et ne parlent pas la langue française et sous la pression de la présence du mari et de la belle-mère, vous doutez bien qu'elle ne peut pas signaler qu'elle est en danger. Pardon, c'est quel type de culture Là, c'était il y a... C'était en 2010. Ouais. C'était dans les hongroises. En hongrois? Ouais. Dans ces pays-là. Les pays de l'Est, j'ai plus le pays. Des fois, grâce à ce métier-là, j'ai appris qu'il y avait des pays dont je n'avais jamais eu connaissance. Et donc, c'est vrai que quand on a une pression familiale présente, on ne peut pas crier au secours. Un, parce qu'on n'a pas la langue. Deux, parce que là, il y a les membres de la famille qui sont bien là pour vous surveiller, vous empêcher de dire « Help ! Je suis en mariage gris, je suis en mariage blanc, ou je suis en esclavagisme sexuel. » Et donc, si vous voulez, même si ce n'était pas dans ma fonction, j'étais le dernier point d'alerte. Et bien entendu, l'expérience fait qu'on développe, vous et moi, ou même toute personne, que ce soit le commerce ou autre, ou dans les ressources humaines, on développe une espèce de grille de lecture de la personne, parce que la personne ne s'exprimant pas très bien français, l'anglais c'était bof-bof, l'allemand c'était bof-bof, et puis moi j'ai aussi mes limites, 4 langues c'est déjà pas mal. On est obligé de faire appel à d'autres méthodes de lecture, qui est la méthode corporelle. Quand cette personne-là, j'essaie d'échanger avec elle, donc elle me raconte sa vie, j'ai essayé de faire mon emploi pour savoir quelles sont ses compétences, si elle voulait travailler, voilà, 4 enfants, ok, j'ai trouvé un système de garde, on passe du pratico-pratique. Et après, je lui ai dit, ah mais vous avez une maman française, vous avez la conversation classique. Ah, vous avez une maman française, c'est super, donc vous avez déjà un lien de cœur avec la France, et votre maman vous a jamais appris la langue française, et c'est là qu'elle déballe sa vie en fait. Et là, à l'intérieur de moi, je dis, waouh, qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas dans mes fonctions, je suis à la dernière étape, et j'ai quand même un devoir de secours à cette personne-là. Donc j'ai dû trouver, utiliser un petit peu les constellations familiales, ou ma grille de lecture de constellations familiales, qui est une lecture psychocorporelle, pour savoir quels étaient ses freins autres, en fait, savoir si c'était juste l'orientation vers une assistante sociale dédiée, plus compétente, ou vers un autre organisme, comme les CIDDF, ce genre d'organismes-là. Et donc, des fois, là, c'est un cas extrême, mais des fois, il y a des cas beaucoup plus compliqués, beaucoup plus complexes. Ça peut être des personnes chez moi qui viennent parce qu'ils ont longtemps travaillé avec leur maman dans une boutique, après ils sont allés dans un institut, genre comité de communes ou région Lorraine, etc. Et les emplois sont tellement sélectionnés, tellement organisés, c'est que l'emploi perd son sens.
C'est-à-dire que la personne qui, à la base, était capable d'organiser des événements, était capable de rassembler du monde, s'exprimer correctement en public, aujourd'hui ne savait plus, enfin, elle était cantonnée à ne faire qu'une chose, c'est remplir les notes de frais. Alors, quand on fait 20 ans de remplissage de notes de frais alors qu'on a des compétences derrière, on se dit mais est-ce que je suis nulle? Je perds du sens, je ne sais plus ce que je veux faire. Et dans son passé, le fait d'avoir travaillé avec sa maman, ça fait qu'il y a deux systèmes qui s'entrechoquent. Le système de la culture familiale et le système de la culture d'entreprise. Et chacun de ces systèmes ont leurs propres règles. Dans la famille, c'est un lien inconditionnel. On te donne les capacités de survivre, l'appartenance au clan, l'identité, l'amour contre ton épanouissement. C'est un échange non équilibré. Parce que quand on est maman, on a un amour inconditionnel, même si l'enfant ne peut pas vous le rendre, il vous le rendra par des sourires, par un épanouissement, par une liberté, par une autonomie. C'est une autre règle d'échange. Alors que dans le milieu du travail, l'échange, c'est régi par un contrat du travail, tout simplement. On échange une compétence contre de l'argent, en fait. Donc vous comprenez bien que ces deux règles-là s'entrechoquent. Et du coup, l'équilibre du système, des deux systèmes, il ne fonctionne plus. À ça, vous rajoutez une perte de sens en qui suis-je, que fais-je, elle n'avait même pas eu la conscience d'avoir perdu le sens de son travail. Et quand on perd le sens, on parle souvent de burn-out, mais là, elle atteint un niveau de bar-out. C'est-à-dire qu'on s'ennuie tellement dans son emploi, on arrive aux mêmes conséquences de dépression qui peuvent être plus ou moins profondes, en fait. Et ça, c'est vrai que quand on fait un bilan de compétences classiques, on peut dire, voilà, tu sais faire ça, tu sais faire ça, tu sais faire ça. Je mets en place des compétences transférables, tu veux faire quoi? On prend le menu, on le transpose, voilà ce que tu peux faire pour ton métier, point barre, puis au revoir madame. Mais là, en fait, il y avait d'autres choses qui jouaient, et sur lesquelles il fallait intervenir, parce qu'aujourd'hui, il fallait la mettre en phase. La tête, on était OK, la tête fonctionnait très bien, mais son cœur ne savait plus où elle était. Je ne sais plus ce que j'aime, je ne sais plus ce que j'aime pas, je ne sais plus ce que je mérite, je ne sais plus quelle est ma place. Je ne sais plus comment me valoriser, je ne sais pas si j'ai le droit de me valoriser et je ne sais pas quelle est ma valeur. Et ces choses-là, les accompagnements thérapeutiques ou mixtes, tels que je propose, peuvent toucher, peuvent remettre en place, peuvent réharmoniser. Alors bien entendu, c'est pas j'ouvre une boîte, je vous explique tout mentalement, démerde-toi avec ça et tu rentres chez toi. C'est pas du tout ça. On aimerait bien. Mais non, parce que même si la tête a compris, il faut que ça s'intègre à l'intérieur. On parle souvent de... Vous savez, avant, on était des êtres préhistoriques. On était des animaux, on est encore des animaux, même si on l'oublie. Même si aujourd'hui, on est un peu plus souvent dans la tête, dans le mental. Mais rappelez-vous, non, vous êtes trop jeune. Très jeune. À l'époque préhistorique, quand il y avait un silence dans la forêt, c'était signe de danger. Parce que le silence veut dire que les oiseaux se taisent, c'est qu'on veut être invisible par rapport aux prédateurs. Lorsqu'il y a un danger, à l'époque, il faut savoir que nos hanches vibraient face au danger. Et on enclenchait des processus qui nous faisaient aller... toutes votre ressources étaient dans les jambes pour pouvoir fuir, en fait. Et c'est vrai que souvent, les hanches représentent la matrice, représentent la sécurité également. C'est ce qui est transmis souvent dans le bassin énergétiquement par la maman. Quand ces choses-là n'ont pas été faites, pas parce qu'on a une mauvaise mère, mais des fois même si la mère est en capacité de donner tout ce qu'elle veut à son enfant, en termes de soins, de câlins, etc., l'enfant peut le vivre autrement, parce qu'il a d'autres besoins par rapport à ce que la maman est en capacité de lui donner. Et donc des fois, même si la mère c'est la plus formidable des mamans, même si c'était la maman de l'année, il se peut que l'enfant n'ait pas accueilli la notion de sécurité qu'il y a au niveau du bassin. Et ce qui fait aussi, c'est que lorsqu'on a une intuition, lorsqu'on a une peur, on n'a pas hérité de cette capacité à affronter la peur ou à réagir de manière animale, psychologique ou émotionnelle par rapport à ça. Et lorsqu'on a besoin de se mettre en action, même si la tête et le cœur sont OK, il nous manque le côté « vas-y mon enfant, tu peux y arriver ». Je ne sais pas s'il y avait des mamans parmi vous, bon, peut-être pas, mais le principe est le même. Lorsque votre femme était enceinte, lorsque vous avez bébé dans le ventre, c'est toujours tu seras le plus beau mon chéri, tu seras gâté, je t'aime, tu seras un prince, tu seras un roi, tu seras président. Enfin,
on lui met déjà dans le ventre quelque chose qui va le rassurer. Quand il pleure, on va le chercher. Quand il fait un cauchemar, on le rassure. Quand il échoue un devoir, je dis, mais c'est pas grave, mon chéri, tu n'as pas dû comprendre, tu es allé trop vite, c'est pas grave, mon cœur, on va le refaire ensemble. Vous voyez, il y a cette notion de sécurité transmise par la mère, de réassurance qui va mettre l'enfant en autonomie. En constellation familiale, que je vous expliquerai tout à l'heure, on part souvent du principe du bon paternage. Si vous remontez au premier couple qui fonctionnait bien dans votre lignée, ou l'homme préhistorique, ou Adam et Ève, avant qu'ils bouffent la pomme, et avant qu'ils concilitent avec Ève, il y a déjà un micmac par rapport à ça. Mais d'un point de vue animal, l'homme transmet la sécurité à la femme. La femme, se sentant en sécurité, va pouvoir développer sa féminité dans toute sa splendeur, dans tout ce qu'il y a de sacré dans la féminité, et elle va lui transmettre à l'homme, en retour, l'amour et la force. Et grâce à l'amour, à la force, l'homme va amplifier sa masculinité. C'est la deuxième lundi aujourd'hui. Masculinité, parce qu'il va se sentir plus homme, plus grand, plus fort, vous voyez. Et donc du coup, il va rapporter encore plus de sécurité à la femme, etc. Et ça va devenir un cercle virtueux. Lorsqu'ils ont un enfant, imaginez que le yin et le yang, ça circule bien entre les deux. Lorsqu'il y a un enfant qui naît, il va se choyer, se nourrir de ces énergies-là. C'est ce qui fait que dans un couple qui fonctionne de manière harmonieuse, en imaginant bien sûr qu'ils n'ont eu aucune blessure, aucun trauma, aucune dispute là-dedans. Dans le meilleur des mondes. Oui, voilà. Dans le cadre idéal, c'est ce que l'enfant a hérité de sa famille. Mais on sait bien aujourd'hui que la vie n'est pas toujours simple. Ça commence des fois à la naissance. Est-ce que l'accouchement était naturel? Est-ce que l'accouchement a été fait au forceps? Est-ce qu'il y a eu des complications à la naissance? Est-ce que la maman était stressée dans le ventre? Est-ce que la maman ou le papa a transmis son stress? Est-ce que les parents ont eu un stress particulier par rapport à leur inquiétude de parents? Est-ce que je vais pouvoir subvenir aux besoins de cet enfant? Est-ce que je vais être un bon père? Toutes ces choses-là vont bien entendu se reporter sur l'enfant, qu'on le veuille ou non. On a beau être le plus équilibré, les plus heureux, on transmet quand même un petit peu nos troubles aux enfants par rapport à ça. Et c'est vrai que, quel que soit l'outil thérapeutique, le but c'est de remettre une congruence dans tout ce cheminement-là, de réapporter ce qui manque à la personne. Et encore une fois, ce n'est pas parce que l'enfant n'a pas ressenti ces choses-là que les parents ont été défaillants. Des fois, la perception de ce dont on a besoin est en décalage avec ce qui a réellement été donné. Si vous prenez un exemple, même quand on parle à mes parents, ma mère, ouais, tu pleurais tout le temps. Je me dis, ça se fait, j'étais chiante. Je dis, non. Mais en fin de compte, on te donnait toujours ce qu'il fallait en termes de mesures. Ma mère faisait ça, premier enfant. Elle mesurait les petites doses, tout allait bien. Je prenais le poids parfaitement par rapport à la courbe. Mais par rapport à mes besoins intérieurs, j'étais une morphale. Donc il fallait me nourrir davantage. Et donc vous voyez, même si la maman fait ce qu'il faut, en suivant les courbes médicales, les conseils des médecins, en tant qu'enfant, on a d'autres besoins. Et avec le temps, j'ai découvert que ces besoins-là étaient du fait, je suis alsacienne, donc on reste dans les trois frontières, mais de l'autre côté, c'est que j'avais hérité de mes grands-parents et arrière-grands-parents la lignée traumatique de la guerre. C'est-à-dire que même si moi je n'ai jamais manqué de rien, j'ai hérité cette peur de manquer, d'un point de vue culinaire, d'un point de vue bien-être, d'un point de vue accueil. Et donc ça se retranspose de génération en génération par rapport à ça. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont prouvé que les traumatismes se transmettaient par l'ADN. Ils l'ont prouvé scientifiquement. D'abord avec des pauvres petites souris, les pauvres, c'est Joachim Morph. Ils ont pris une petite je sais pas comment on appelle ça, une petite troupe de souris, une petite famille de souris. La première génération, ils les ont affamées. Donc les souris, elles ont dû mettre les mécanismes en place pour pallier à ce manque de nourriture. Ils ont dû peut-être se rationner, ou peut-être voler de la nourriture, ou se bouffer entre eux. Je ne sais pas comment ils ont fonctionné, j'ai pas voulu voir les vidéos. Donc cette génération-là a eu des enfants, et toujours par expérimentation, à cette nouvelle génération, ils ont gavé de nourriture, pour qu'il n'y ait pas le même traumatisme que
que la première génération, donc ils ont gavé, ils ont été bien portants, ils ont manqué de rien, en mode tranquille, Raoul. Et la troisième génération, alors qu'elles n'ont pas connu la famine de la première, ont commencé à détecter les mêmes stratégies de survie que la première génération, sans qu'il n'y ait aucune explication théorique visible en fait. Et de là, ils ont identifié des gènes, on appelle ça des gènes, des traces, des brins d'ADN qui enregistrent une sorte de mémoire traumatique qui peut se transposer chez les humains. J'ai mis sur mon site une vidéo, il y a une scientifique qui explique. C'est l'exemple que je reprends souvent parce qu'il est très parlant, bon, encore extrême, hein, désolé, mais c'est plus parlant quand c'est extrême. Une femme qui a été violée. Donc il faut savoir que le viol n'est pas seulement un acte sexuel non consenti. Le violeur, en fait, c'est réellement une intention de détruire et de tuer. En fait, c'est rien à voir avec le sexe, c'est en rapport avec l'intention de détruire. Donc la femme a survécu psychologiquement à ça. Malheureusement pour elle, de ce viol est né un enfant, le fruit du viol. Pour ne pas gâcher l'histoire de la naissance de son enfant, elle lui a caché qu'elle était le fruit d'un viol. Parce qu'elle ne voulait pas qu'elle se sente moins aimée, imposée. Malgré tout, elle a essayé de faire avec ce qu'elle avait, d'aimer cet enfant, parce qu'il n'y est pour rien, c'est un innocent. Et donc, elle a dû lui inventer une histoire, soit que le papa était mort à la guerre, soit qu'ils se sont séparés, ils sont perdus de vue, que son père est mort. Enfin, une histoire moins douloureuse peut-être à accepter. Et la fille sentait qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas, parce que sa maman, voilà, elle donnait pas beaucoup de précision par rapport à ça. Et donc là, on rentre déjà dans le cadre du secret de famille. Même s'il a été bienveillant à la base, c'est un secret de famille. Donc on sait quelque chose qui pue, mais on ne sait pas mettre le doigt dessus, parce qu'on n'a pas l'information. Cette fille-là, donc elle-même a fait des filles, des garçons, et il se trouve que ces filles ont commencé à créer des symptômes en lien avec le viol. C'est-à-dire des stress par rapport aux relations intimes, ça peut être des problèmes à concevoir un enfant, ça peut être des cancers de l'utérus, des problèmes de cystite à répétition, de mycose, et d'autres camailleux de symptômes qui auraient pu se retranscrire par rapport à la grand-mère en fait. Quand ils ont fait les prises de sang de ces 3 générations, ils l'ont stimulé, avec un terme technique que je ne me rappelle jamais. On va dire qu'ils l'ont stimulé de manière électrique, hein, c'est plus électromagnétique ou électrique. Donc ils ont fait une prise de sang, ils ont identifié le grain d'ADN, ils l'ont stimulé électroniquement parlant, et sur une échelle de 1 à 10, ce brin d'ADN lié au stress et au trauma, imaginons que chez la mère, il a été stimulé à 7, on va dire 7 sur 10. Donc, elle a quand même été victime de viol, hein, c'est quand même elle la vraie victime. Sa fille, alors qu'elle n'est pas au courant et qu'elle n'a pas vécu le trauma, s'est retrouvée avec, pour le même ADN, plus genre du 8 ou du... Et la petite fille, le pic était encore plus grand. Et c'est vrai que souvent, donc, les traumas se transmettent par l'ADN, c'est prouvé scientifiquement, et il se trouve que, pour vous résumer, ce ne sera pas forcément un résumé scientifique, hein, c'est pour faciliter la compréhension. Imaginez que ça crée une ligne traumatique qui appartient à celui du viol et de l'inceste. Ce brin d'ADN, une fois qu'il a été touché, ça crée une espèce de cicatrice qui modifie la chimie du cerveau. Vous allez attirer les personnes en lien avec le triangle de Karpman, donc le bourreau, la victime, les sauveurs, en lien avec cette lignée traumatique. Ce qui explique pourquoi certaines femmes victimes de violences physiques et conjugales, ou enfants de parents connaissant ce système-là, vont attirer des hommes qui seront soit le bourreau, donc quelqu'un d'agressif également. Souvent. Bon, souvent, et sans pouvoir s'en dépêtrer. Hein, oui. Soit en lien avec des gens qui seront sauveurs, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le sauveur souvent peut devenir le bourreau d'une autre manière, en voulant trop faire, la personne perd sa place, hein, c'est un mécanisme pas toujours vertueux. Ou des personnes qui sont en résonance avec cette même lignée traumatique, où on peut être attiré par la signature de blessures.